On s'est déjà demandé comment ça marche un grand syndicat de l'intérieur. Aujourd'hui, on va faire exactement ça. On plonge dans les statuts des commissions ouvrières marocaines pour comprendre leur ADN. De leurs plus grandes ambitions jusqu'à leur organisation sur le terrain, c'est un peu comme regarder le plan directeur d'une force sociale majeure. Alors, de quoi parle-t-on concrètement? Le nom officiel, c'est Commission ouvrière marocaine ou COM. Et leur fondation, elle s'appuie sur un texte légal très important de l'histoire du Maroc, le Daïr de 1957. C'est ce décret royal qui fixe les règles du jeu pour les syndicats. C'est vraiment le socle sur lequel tout repose. Bon, pour y voir clair, on va suivre un parcours en 4 étapes, très simple. On commence par la raison d'être, la mission. Ensuite, on va regarder comment c'est dirigé au niveau national, avant de zoomer sur le terrain, ou plus près des travailleurs. Et pour finir, on verra qui sont les gens qui composent ce syndicat et, bien sûr, comment il est financé. Allez, première étape, et c'est sans doute la plus importante, la mission. Avant de se perdre dans les organigrammes et les détails techniques, il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi ce syndicat existe? Quelle est sa raison d'être profonde? La question peut paraître simple comme ça, mais en réalité, la réponse est fondamentale. C'est elle qui va guider chaque décision, chaque action. C'est ce qui définit l'identité même de l'organisation. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent accomplir? Et là, on voit tout de suite que les objectifs sont très larges. Bien sûr, il y a la défense classique des intérêts des travailleurs, l'amélioration des conditions de vie, tout ça. Mais ça va bien au-delà. Les statuts parlent de justice sociale, de répartition des richesses, et même de la défense de la souveraineté nationale et des libertés démocratiques. C'est une vision qui lie vraiment le sort des travailleurs à celui de la société tout entière. Ok, donc la mission est claire, les ambitions sont grandes. Mais de belles ambitions sans une structure solide derrière, ça risque de ne pas aller bien loin. Alors, voyons maintenant le comment. Quelle est l'architecture du pouvoir au sein des COM? C'est un peu comme si on dépliait le plan d'architecte du syndicat. Pour comprendre comment tout l'édifice tient debout, il faut regarder la charpente, la structure porteuse. Et pour ça, on va commencer par le haut, tout en haut de la pyramide, la direction nationale. Au sommet, on trouve donc ces 3 piliers. Le Congrès national, c'est l'organe suprême, la grande assemblée générale si on veut. C'est lui qui élit le comité central, qui va, lui, piloter le navire entre 2 congrès. Et enfin, pour la gestion de tous les jours, les affaires courantes, il y a le secrétariat général. C'est une structure assez classique, hiérarchique, mais très claire. Et il faut bien garder en tête que rien de tout ça n'est laissé au hasard. Au contraire, les statuts sont un document extrêmement détaillé. Chaque rôle, chaque pouvoir, chaque procédure y est définie à la virgule près. L'objectif est clair, créer une machine bien huilée où tout est réglementé et prévisible. Avoir une tête pensante au niveau national, c'est une chose. Mais un syndicat, ça vit et ça respire sur le terrain. Alors comment cette grande structure centrale se décline-t-elle à travers le pays pour être vraiment au contact des réalités des travailleurs? Eh bien, il faut imaginer un effet de cascade ou un zoom. On part du national et on descend progressivement. D'abord, on trouve le niveau régional. Puis on zoome encore un peu pour arriver au niveau provincial. Et enfin, on arrive au cœur du réacteur, le niveau local et les comités directement dans les entreprises. C'est ça qui permet de couvrir tout le territoire. Et le principe clé, ici, c'est celui du miroir. Cette structure nationale qu'on vient de voir, eh bien, elle est en quelque sorte copiée-collée à chaque échelon inférieur. Le niveau régional a son congrès, son comité, le niveau provincial aussi. C'est comme un modèle réduit de la direction nationale, ce qui assure une vraie cohérence à l'ensemble. Ok, on a le plan, la structure, mais une maison ce n'est pas que des murs. Il faut des gens pour y vivre et de l'argent pour l'entretenir. Alors justement, qui peut faire partie des COM et d'où vient l'argent pour faire fonctionner tout ça? Alors qui peut rejoindre les rangs? Eh bien, la porte est assez grande ouverte. On parle des salariés bien sûr, mais pas seulement. Les stagiaires, les personnes au chômage et même les retraités peuvent adhérer. La seule condition qui n'est pas négociable, c'est d'être d'accord avec les statuts et les grands objectifs qu'on a vus au tout début. Et pour l'argent, le nerf de la guerre. Le financement repose sur 4 piliers. Le plus important, bien sûr, ce sont les cotisations des membres. À cela s'ajoutent des subventions ou des aides, des dons, et puis les revenus que le syndicat peut générer avec ses propres activités. C'est cette diversification qui est censée garantir son indépendance financière. Voilà, on a démonté toute l'architecture, de la mission la plus haute jusqu'au financement de la base. Mais lire des statuts, aussi détaillés soient-ils, ça laisse toujours une grande question en suspens. Est-ce que ce plan, si bien dessiné sur le papier, se transforme en une véritable force de changement sur le terrain? Ou est-ce que ça reste une belle mécanique un peu théorique? C'est toute la différence entre le projet et la réalité.